Voilà, donc aujourd'hui le thème de notre émission cinéma et politique. Et pour en parler, j'ai le plaisir et la joie de recevoir aujourd'hui 3 invités. Laurent Dandrieux, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Il est chroniqueur cinéma à Valeurs Actuelles, où il est du reste également rédacteur en chef adjoint Société. C'est ça. Et il vient de faire un dictionnaire dont on a beaucoup parlé, le dictionnaire passionné du cinéma aux éditions de l'Homme Nouveau. Mais il s'était fait remarquer auparavant par un essai, Woody Allen, portrait d'un anti-moderne, aux éditions CNRS, mais qui a été réédité en poche dans la collection Biblis il y a 1 an ou 2, je crois. 1 an. 1 an. Également dans le studio, Édouard Hubert, chroniqueur cinéma bien connu de Famille Chrétienne, et qui, je dois le dire, va m'aider à mener cette émission sur un sujet où je suis un peu ignorant. Car s'il est dit dans l'introduction du dictionnaire de Laurent Dandrieux que tout Français a 2 professions, dont celle de critique de cinéma, moi je suis un peu limité comme tel. C'est toujours votre faux qui dit ça. Et également Farida Belgoul, qui est déjà venue lors de notre dernière émission pour parler de la défense de la famille et de la vie, mais qui est également cinéaste et romancière. Donc elle est plus connue aujourd'hui dans son combat contre l'idéologie du genre, et notamment avec la fameuse journée du retrait, c'est bien ça ? Oui, la fameuse journée du retrait de l'école. Voilà. Pour l'interdiction de la théorie du genre. Et donc vous avez fait partie du mouvement Beurre dans les années 80. Et vous pourrez nous donner votre avis sur quelques films, comme notamment le tout récent La Marche, et quelques autres relatifs à l'immigration. Je rappelle que vous avez réalisé 3 films, dont un, Le départ du père, en 1983, et un roman qui s'appelle Georgette, aux éditions Barreau, en 1986, mais réédité par Contre-Culture en 2013. Exactement. Alors, pour commencer, on va commencer avec le cinéma, et pour commencer cette émission, je vais peut-être laisser Édouard Hubert nous présenter davantage Laurent Dandrieux et son monumental dictionnaire passionné du cinéma. Un monumental dictionnaire, oui. Quand on le reçoit, on est écroulé pas sous le poids du livre, qui a été, grâce à un choix judicieux d'éditeurs, réduit à la portion la plus congrue, mais sous l'information, sous l'érudition et sous la culture. Laurent Dandrieux, vous êtes chroniqueur cinéma à Valeurs Actuelles. Quand je vois votre dictionnaire et ces 6000 films recensés, j'ai envie de vous demander, les avez-vous vus ? Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je croyais naïvement que la réponse était évidente, mais apparemment elle ne l'est pas pour tout le monde. Oui, je les ai vus évidemment, et je les ai vus de manière impérative, puisque contrairement à certains dictionnaires qui se contentent effectivement de présenter un certain nombre de films en disant voilà ils existent et voilà de quoi ça parle, ce qu'on peut faire effectivement sans les avoir vus en compilant des choses sur Internet. Moi, c'est un dictionnaire critique que j'ai voulu faire, donc chacune de ces 6000 notices comporte une critique raisonnée qui a été faite non pas de mémoire mais dans un délai raisonnable après avoir vu le film. Donc il y a un certain nombre de films que j'ai vus il y a 20 ou 30 ans et que je me suis interdit de mettre dans ce dictionnaire. Donc ce sont vraiment des critiques faites sur le vif. Au fil des 15 ans de critique cinématographique que je fais depuis 15 ans pour Valeurs Actuelles, et étoffé par un nombre non négligeable de classiques. Je crois que la proportion c'est 25 à 30% de classiques par rapport aux 75 ou 70% de films liés à l'actualité des 15 dernières années. C'est-à-dire que vous vous êtes fait l'obligation de voir ou revoir, si vous les aviez vus trop jeunes, des classiques qui n'entraient pas dans les films que vous aviez vus dans votre métier. Oui, c'est qu'en fait j'ai eu assez rapidement l'intuition que mon métier de critique pourrait déboucher un jour ou l'autre sur la rédaction d'un livre comme celui-là, et donc j'ai pris l'habitude assez vite de prendre des notes ou de faire des petites critiques à usage personnel sur les classiques que j'avais l'occasion de voir pendant ces 15 années pour étoffer ma culture personnelle.
Et si j'ai eu cette intuition, c'est parce que je me suis aperçu assez rapidement que je faisais partie des quelques rares critiques dont vous êtes aussi, cher Édouard, qui ont un point de vue un tout petit peu différent par rapport au reste de la profession. Alors justement, c'est ça qui nous intéresse par rapport au thème de l'émission. Je crois que votre éditeur a tout de suite tenu à préciser que votre dictionnaire était un peu original et notamment il se présentait comme politiquement incorrect. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels ont été les critères de votre critique en fait? Alors en fait effectivement ce que souhaitait l'éditeur, c'était de fournir à son public, qui est un public catholique et plutôt donc c'est l'édition de L'Homme Nouveau, voilà, bien Denis Sureau qui est le président de L'Homme Nouveau et qui est l'éditeur, donc voilà, c'est Denis Sureau effectivement qui m'a proposé ce livre, et ce qu'il souhaitait effectivement proposer à ce public un guide fiable, c'est-à-dire rédigé par quelqu'un qui partage un peu la vision du monde de son public. Et effectivement, ce qui est assez frappant quand on lit les critiques des confrères, c'est que tout le monde vous dit non mais nous on fait pas de la critique politique du tout, on est totalement neutre, on ne s'occupe que de cinéma. Mais en fait, quand vous lisez les critiques de Libé, quand vous lisez les critiques du Monde, évidemment qu'ils font de la critique politique et évidemment que leurs présupposés politiques influent sur leur jugement. Et personnellement, je trouve ça tout à fait normal, parce que s'il ne fonctionnait pas comme ça, il serait totalement schizophrène. Là où c'est pas normal, c'est qu'il ne l'avoue pas. Voilà. Moi, par contre, j'assume totalement la dimension politique de ma critique, qui est du coup relativement originale dans le milieu, puisque effectivement c'est un livre écrit du point de vue de quelqu'un qui est un catholique de droite. Quel aveu, c'est terrible, hein, c'est quasiment une sortie du placard. et donc comment dire, il ne s'agit pas de faire de la critique idéologique, bien sûr, il ne s'agit pas de juger les films en fonction de leurs préférences politiques et de dire que les films qui ont un point de vue de droite sont bons et que les films qui ont un point de vue de gauche sont mauvais, mais il s'agit de juger les films du point de vue de la vérité et du point de vue de la vérité au sens large. La vérité, c'est une vérité formelle, c'est-à-dire est-ce que le film est juste formellement, et ça, effectivement, la plupart des critiques de toutes tendances confondues s'y attardent. Mais est-ce que le film est aussi conforme dans son propos à ce que nous croyons être, nous, la vérité? Et s'il ne l'est pas, eh bien, débattons-en et discutons-en et disons très explicitement pourquoi son point de vue nous paraît politiquement ou idéologiquement ou moralement discutable. Alors je vais demander à un autre chroniqueur cinéma, Édouard Hubert, qu'est-ce qu'il pense de ce critère de jugement lui-même qui est du métier et qui fait partie de la rue Famille Chrétienne. C'est un modèle pour moi, Laurent. Catholique de droite, on peut dire catholique au moins. Pourquoi on dirait pas catholique de droite? Les critiques cinéma, en règle générale, s'attachent prioritairement, parfois exclusivement, à la forme des films. Ils regardent dans un film une œuvre d'art et ils regardent comment elle est composée et comment l'intention du réalisateur se concrétise en moyens, en matériaux et surtout en forme. Mais Laurent privilégie, et ça c'est effectivement très rare dans le métier, le fond des films. Qu'est-ce qu'ils disent? Je voudrais savoir comment il fait droit à la façon dont ils le disent, à la forme. Quelle est l'importance pour vous de la composition de l'art cinématographique? Alors, elle est éminente et évidente, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut jamais oublier qu'on est là aussi pour juger des œuvres d'art, ou en tout cas des films qui visent souvent à être des œuvres d'art, même si certains sont plus du côté du divertissement. Et donc, évidemment, ces critères esthétiques ont leur importance. J'ai tendance à considérer que
la plupart de nos confrères insistent un peu trop là-dessus, d'une part parce que ça leur permet d'escamoter le fond, mais aussi parce que ils oublient qu'ils écrivent pour le grand public. C'est-à-dire que quand vous lisez les critiques de certains quotidiens, vous avez des grandes considérations sur le travelling, sur le montage, sur l'un qui sont peut-être très intéressantes, qui seraient très intéressantes dans une revue de cinéma. Mais moi, j'ai la naïveté de croire que ça n'est pas prioritairement ce que les lecteurs de Valeurs Actuelles et donc les lecteurs putatifs de mon dictionnaire passionné du cinéma attendent. Et par ailleurs, c'est vrai que moi, ça n'est pas. Après, c'est une question aussi de tropisme. Ça n'est pas prioritairement ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de discerner si un film effectivement a des qualités artistiques, expliquer comment sont produites ces qualités artistiques, comment est-ce que effectivement le metteur en scène est arrivé à tel ou tel résultat et quels moyens techniques il a utilisé pour produire telle ou telle émotion. C'est très intéressant en soi. Personnellement, je laisse ça aux revues de spécialistes. Et je préfère effectivement utiliser le peu de place, puisque dans les hebdomadaires, Édouard, vous êtes bien placé pour le savoir, la place nous est toujours chèrement comptée, pour parler effectivement du fond des choses. Je n'en fais pas un système, c'est ma façon de procéder. Certains lecteurs peuvent trouver que c'est une limite de ma façon de faire. Je comprendrais très bien qu'ils aient ce point de vue. Je dirais voilà, chacun son registre. Ça corrobore un peu la bonne critique en littérature. Hein, je pense que la forme et le fond sont très liés, mais le fond prime évidemment toujours. Enfin, c'est en tout cas mon point de vue. C'est vrai, en fait, il y a plusieurs façons de parler de la forme. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut en parler d'une manière esthétique. Et ça, je pense que j'y fais une place assez conséquente dans mes critiques. Et puis, on peut faire ce que font, à mon avis, trop de mes confrères, c'est-à-dire rentrer dans la cuisine, dans la technique, ce qui, à mon avis, ne passionne pas la totalité des lecteurs. Donc, vous le dites bien dans une interview, justement, à l'Homme Nouveau, combiner le jugement esthétique et un jugement que l'on peut qualifier peut-être de métapolitique. Voilà. Mais je pense que si je puis me permettre d'insister sur ce point de vue, l'originalité de ma démarche, c'est qu'elle est faite d'un point de vue de droite, mais ce n'est pas tellement que je fasse une critique métapolitique, parce que tous mes confrères le font sans le reconnaître. J'ai été très frappé par une critique parue dans Télérama il y a quelques semaines à propos du film Yves Saint-Laurent. Donc qui retrace la vie du célèbre couturier, mais quasiment exclusivement sous l'angle de sa relation amoureuse turbulente avec Pierre Berger. Et la critique de Télérama se concluait en disant, alors c'était pas dit exactement de manière aussi explicite, mais c'est ce que ça voulait dire, que le film était d'autant plus admirable que c'était le premier film français qui parlait d'un couple gay, dont les personnages principaux étaient un couple gay, et que c'était encore plus formidable parce qu'en plus c'était un couple gay anticonformiste, c'est-à-dire, pour être clair, qui se trompait allègrement du début à la fin de leur relation. Et pour qui donc la fidélité n'était pas une valeur. Et donc ces choses-là, qui sont des jugements totalement moraux, enfin amoraux en l'occurrence, mais en tout cas qui sont des jugements qui sont portés sur le plan moral et sur le plan idéologique et pas du tout sur le plan cinéphilique, étaient portés totalement au crédit du film. Donc ce monsieur de Télérama faisait de la critique politique exactement comme j'en fais, mais lui ne le reconnaît pas. Dans le sens politiquement correct, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi un aspect qui est intéressant que vous soulignez dans votre interview, aussi un peu dans votre introduction. Vous dites, je vous cite, « Le cinéma, comme tous les arts, est atteint par la crise de la culture contemporaine et souffre d'un certain nombre de syndromes d'imposture, moins généralisés peut-être que dans l'art contemporain, mais qui ne sont pas sans rapport avec celui-ci. » Oui. Il y a représenté à foison dans les grands festivals internationaux un certain cinéma qui ne vise qu'à l'esbrouf, à l'épate, à camoufler son vide absolu derrière des postures esthétiques prétentieuses et creuses. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Et on a une chape de plomb d'art contemporain ou de politiquement incorrect qui nous étouffe totalement, dont il faut absolument sortir, et c'est le mérite un peu du ton tout à fait personnel et pertinent de votre dictionnaire. Mais c'est vrai qu'il y a eu effectivement dans le cinéma, on pourrait
très schématiquement positionner ça dans les années 60, à un moment, exactement comme dans l'art contemporain, où on a décidé que la sincérité de l'artiste primait tout, et que à partir du moment où l'artiste était maître de son œuvre et exprimait une sorte de sincérité personnelle, la communication avec le public devenait totalement secondaire, voire absente. Et donc ça a donné naissance un cinéma dit d'auteur, que moi j'appelle auteuriste, pour par une sorte d'allusion à l'autisme, qui effectivement tourne le dos au public, qui ne se soucie absolument pas de communiquer, qui est un cinéma nombriliste, qui est tourné sur lui-même, qui est très 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 omniprésent dans les festivals internationaux, surreprésenté dans les festivals, surestimé par la critique, et effectivement voilà, c'est un peu une défaite de la culture et une défaite de la pensée. Voilà, je pense qu'effectivement l'apport que des critiques de droite comme je puis l'être ou comme Édouard peut l'être, c'est d'avoir une certaine liberté, de dire que le roi est nu et dire que ce cinéma-là n'en est pas en fait. Vous êtes sur Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de la promesse, animé par Rémi Fontaine. Le thème du jour est cinéma et politique. Nos invités sont Édouard Hubert, chroniqueur cinéma à Famille Chrétienne, Laurent Dandrieux, chroniqueur cinéma à Valeurs Actuelles, et Farida Belgoul, cinéaste et romancière. Elle est aussi à l'initiative des journées de retrait de l'école. Alors, Farida Belgoul, vous qui avez bien connu ce milieu politiquement correct, je dirais, et qui êtes vous-même cinéaste, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui vient d'être dit là par Laurent Dandrieux ? D'abord, je n'ai pas connu ce milieu, parce que j'ai toujours été à l'égard du cinéma dans une position marginale, parce que la première question que je me suis posée, même très jeune, c'était de savoir quel était le rôle de l'image dans la société moderne et donc du cinéma, puisque qui dit cinéma dit image et puissance de l'image. Et j'étais pas aussi claire que je peux l'être aujourd'hui sur cette question, mais disons que j'ai rapidement compris que le cinéma jouait un rôle. Et puisqu'on est dans une rubrique qui est votre émission, qui pose le lien entre le cinéma et la politique, et bien justement on peut dire que le rôle du cinéma est effectivement de jouer un rôle, et un rôle politique, un rôle idéologique, un rôle qu'on pourrait caractérisé au travers de 3 points, je pense, c'est-à-dire que il joue un rôle de propagande, quels que soient les lieux géographiques où il se développe, et même les époques, encore que le cinéma est une invention récente, mais partout où on se trouve, que ce soit dans les régimes totalitaires ou dans les régimes libéraux, le cinéma joue un rôle de propagande, alors plus ou moins habile évidemment, parce que la propagande libérale auquel on assiste aujourd'hui dans le monde moderne occidental, c'est une propagande qui est ficelée autour de critères esthétiques, émotionnels et sentimentaux, qui nous font croire que on assiste non pas à une représentation publicitaire du monde, avec un message à délivrer qui est en fait un message de suggestion psychique, je dirais, pour nous conduire à agir dans le réel, dans notre vie à nous. Le cinéma n'est pas neutre. C'est ce que j'apprécie dans ce que dit Monsieur Dandrieux, en effet, c'est qu'il est là pour faire pression sur nous et nous conduire sur les chemins où on entend nous faire nous mouvoir et agir. Donc ça, c'est d'abord le premier. À mon avis, la première caractéristique du cinéma, c'est sa dimension de propagande, en nous mentant sur le fait que il est le cinéma représentation du réel. Transcription, du réel. Or, ce n'est pas vrai. Il est représentation engagée dans le monde pour faire pression sur les téléspectateurs et les conduire, comme je viens de le dire, à se positionner dans le monde d'une certaine façon. Et on peut tout de suite faire une comparaison qui va aller dans mon sens, c'est celle de la publicité. La publicité est de plus en plus composée aujourd'hui de petites scénettes cinématographiques qui sont bien là pour nous faire agir dans un certain sens qui est celui de la consommation. Pas seulement de la consommation, mais aussi de la consommation. Et puis, le rôle du cinéma, c'est aussi, à mon avis, confirmé par le fait que je suis enseignant depuis 20 ans, et je l'ai constaté donc dans mes classes, c'est conduire à la suppression du livre. Ce qui est éminemment dramatique, puisque
entre les images produites par le livre et les images produites par le cinéma, c'est une suppression de liberté individuelle et collective. Regardez quel livre ça donne, le cinéma, c'est extraordinaire. Oui, vous êtes en train de le dire vous, mais moi je vous parle de ce qui se passe au niveau du plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on regarde et qu'on consomme de plus en plus d'images émotionnelles et sentimentales et qu'on lit de moins en moins de textes intellectuels. Donc le cinéma conduit, qu'on le veuille ou pas, évidemment au niveau des grands nombres, mais pas seulement, vers une dégradation de l'esprit, de l'intelligence. Bien. Le troisième point, et puis j'en arrêterai là pour cette première intervention. Pour cette première intervention, il nous conduit aussi à vivre par procuration. C'est-à-dire que nous sommes dépossédés de notre vie dans le réel. Moi, je le sais parce que je l'ai vécu. Tout ce dont je vous parle, je l'ai vécu, je l'ai partagé avec d'autres. Quelle que soit la culture dans laquelle je me trouvais ici en France ou la classe sociale, on était effectivement dépossédé de sa propre vie pour vivre l'existence, par exemple, puisqu'on en parlera tout à l'heure, de Sonia jouée par Isabelle Adjani dans La Journée de la Jupe, et qui n'est pas du tout la réalité de la vie quotidienne d'une enseignante. Et là encore, dans cet exemple précis que vous citiez tout à l'heure, il est bien question de faire croire quelque chose aux téléspectateurs et de les conduire à conclure dans le réel quelque chose qui n'est que virtuel. Alors, on va passer aux travaux pratiques, si j'ose dire tout à l'heure, en prenant quelques exemples de films pour en débattre, mais sur le plan général, je laisse répondre les chroniqueurs. Donc, Édouard Hubert. Je vous ai entendu parler de cinéma, j'ai reconnu le cinéma que je peux voir souvent, le plus souvent, mais j'ai pas reconnu le cinéma que j'aime, et qui est le cinéma des vrais cinéastes, des grands auteurs, des gens qui ont une idée, une vision, une intention, et qui ont les ressources artistiques, humaines, de les traduire dans les images. Et les films que font ces cinéastes ne nous font pas évader de la réalité, ne nous détournent pas vers des réalités seulement virtuelles. Ils nous font connaître davantage le monde dans lequel nous vivons. Et nous sommes profondément ancrés avec ces gens-là qui sont les cinéastes de valeur dans la vérité. C'est ça que j'aime dans le cinéma. C'est pas l'évasion, c'est pas le rêve, c'est pas le détournement d'intention. C'est d'être plongé dans la vérité, et ça passe par de la fiction, et ça passe par des reconstructions, et ça passe par des distorsions formelles de la réalité qui sont un moyen d'entrer plus profondément en elle. Je voulais. C'est le fameux débat. Le cinéma est quand même un art, et comme c'est un mode de communication, comme l'écriture. Je pense que ce qu'a décrit Farida Belgoul a des éléments de justesse, mais ce qu'elle a décrit, ce sont essentiellement me semble-t-il, ce sont essentiellement des dérives qui existent et que nous dénonçons effectivement dans les films quand nous les rencontrons. Effectivement, il y a des films qui ont un but de propagande. Il y a des films qui visent juste effectivement à produire une œuvre d'art, et à travers cette œuvre d'art à atteindre une certaine forme de vérité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Édouard, c'est-à-dire que ce que j'aime dans le grand cinéma, c'est que même quand il m'éloigne apparemment très très loin de ce qu'est ma vie réelle, et en me racontant, je ne sais pas moi, l'histoire d'un capornier au XVIe siècle, ce que j'aime, c'est que quand il réussit en me racontant cette histoire très éloignée de ma vie réelle, à me ramener à ma vérité d'être humain. Et c'est quand même très souvent le cas dans les grands classiques, ceux qui résistent à l'épreuve du temps. Et donc, effectivement, sous un aspect d'évasion, il nous ramène à notre condition profonde, et il nous aide profondément à comprendre qui nous sommes et ce qu'est notre vie. Moi, je suis persuadé que je sais infiniment mieux qui je suis, dans quel monde j'évolue et qui sont mes prochains depuis que je fais ce métier, parce que 15 ans de bons films, même si je n'en ai pas vu que des bons, m'ont aidé profondément à acquérir cette connaissance. Par ailleurs, sur un point de détail sur le livre, effectivement, on vit dans une culture de l'image qui nous éloigne d'une culture de l'écrit. C'est un vrai danger contre lequel il faut réagir et dont il faut être extrêmement conscient. Et Farida Belgoul a totalement raison d'insister là-dessus.
Après, le cinéma peut être aussi là aussi un passeur, c'est-à-dire que combien de romans ai-je été conduit à lire et des millions de spectateurs avec moi parce qu'on en avait fait une très bonne adaptation cinématographique. Donc le cinéma peut être aussi un pont vers la littérature. Dans votre introduction, vous faites le lien justement, l'analogie entre littérature et vie et cinéma et vie. Donc, je crois qu'il y a une analogie assez frappante. Et avant d'aborder peut-être quelques films politiques, hein, justement, pour voir un peu comment réagir à ça, on peut peut-être prendre des films qui, de votre point de vue, sont un chef-d'œuvre pour illustrer votre propos. On a beaucoup parlé alors j'ai pas l'accent, comment on dit, The Tree of Life. The Tree of Life. Voilà. Donc, pour justifier comment le cinéma peut être finalement une œuvre d'art et donc parler au cœur de l'homme. Je vais peut-être laisser Édouard qui c'est vrai que The Tree of Life, c'est un film que je vois, que je revois et auquel surtout je repense parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir les yeux devant les images. Il m'a pénétré si profondément que c'est un film qui appartient à mon existence presque quotidienne. Il y a des films qui ont cette capacité-là d'épouser votre forme et de lui appartenir. Dans The Tree of Life, on a un effort un peu surhumain de la part d'un homme de raconter la vie, de raconter le mystère de la vie, de son origine à son accomplissement final. C'est fait avec des moyens artistiques. Je ne sors pas de là, c'est la forme du cinéma d'être une œuvre d'art, c'est pas une œuvre de propagande d'abord. Et c'est fait avec toutes sortes de moyens, c'est fait avec des moyens de virtuosité filmique simplement quand le cinéaste promène sa caméra entre les branches d'un arbre, montant du haut au sommet du tronc, rasant le sol et suivant le personnage féminin qui se promène dans ce paysage de banlieue américaine des années 50, c'est grisant, c'est étourdissant, c'est lumineux. On touche de la beauté mangeable presque. Et puis à d'autres moments, c'est fait avec des moyens plus sophistiqués quand le cinéaste tente de raconter les débuts de la vie sur Terre, l'apparition des premières molécules, l'apparition des premières plantes, l'apparition des premiers animaux, et avant tout cela, parce que c'est là que c'est le plus frappant, l'apparition des premières formes de matière dans l'espace. Bon, et ça a été fait sur une table comme celle-là, à peu près, avec de la poussière d'aspirateur, avec des éclats de lumière, avec des choses très simples qui, c'est un peu du Méliès du XXIe siècle, nous donne un éblouissement de forme. C'est aussi fait avec de la musique. Le cinéma est un art musical. On peut faire de très beaux films sans musique. C'est un choix tout à fait pertinent souvent. Mais quand on prend de la musique et qu'on la prend bien et qu'on la sortit bien aux images, comme c'est le cas dans The Tree of Life, on a des éblouissements, des sortes de ravissements. Ce qui est étonnant dans ce film, c'est que effectivement c'est un film qui tente d'embrasser la réalité humaine dans la totalité de ses dimensions, en partant du plus concret, c'est-à-dire notre vie matérielle la plus concrète, et en l'occurrence la vie d'une famille américaine des années 50, en inscrivant cette histoire particulière dans le cosmos en général et dans le plan de Dieu. Et tout ça dans un seul film. C'est un film en plus absolument, comme l'a dit Édouard, visuellement, esthétiquement époustouflant. C'est quelque chose de très très étonnant qui n'a pas d'exemple à mon sens dans l'histoire du cinéma, ni même dans l'histoire de l'art tout court. Voilà, donc le cinéma effectivement c'est parfois l'occasion de découvrir ce genre de choses, à la fois très déroutantes parce que effectivement certains spectateurs sont sortis de là en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ressemble à rien, parce qu'en fait c'est un poème plus qu'un film. Et donc il faut en accepter l'univers, il faut en accepter les règles, il faut en accepter le langage, mais c'est quelque chose pour qui accepte de rentrer dedans, c'est une expérience tout à fait étonnante et bouleversante. Alors, sous un mode peut-être un peu mineur mais analogique, moi j'ai été frappé par un film aussi qui m'a beaucoup marqué, qui n'est pas dans votre dictionnaire parce qu'il est sorti après, c'est The Immigrant. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Oui, effectivement, il est sorti il y a deux mois à peu près. Oui.
et j'avais déjà bouclé mon livre à ce moment-là. Donc c'est un film de James Gray qui est dans les cinéastes, dans la jeune génération de cinéastes américains en exercice, l'un des plus intéressants, l'un des plus voilà un auteur forts. qui cherche la vérité et qui l'inscrit dans ses et qui fait une œuvre qui a une dimension, en plus une dimension romanesque très très forte. C'est quelqu'un qui est nourri des grands romanciers russes et de Dostoïevski en particulier ou Tolstoï. Et donc là, effectivement, il s'inspire de l'histoire de sa famille, puisque James Gray est un Américain d'origine ukrainienne. Ses grands-parents sont arrivés aux États-Unis dans les années 20. Et donc c'est l'histoire d'une immigrante polonaise, en l'occurrence dans le film, qui va connaître toutes sortes de déboires à son arrivée aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, comme toujours dans le grand cinéma, on part d'une anecdote particulière, d'une histoire très ancrée dans un contexte historique et social donné, pour arriver à une histoire qui, par sa vérité, par sa justesse, par sa profondeur, atteint une dimension universelle et nous dit quelque chose effectivement de la souffrance, de la culpabilité, de l'amour, de la rédemption, de la trahison. Voilà. Quelque chose de tout à fait, un film tout à fait passionnant et encore une fois là aussi en plus porté par des qualités formelles tout à fait plaisantes. Avis partagé par Edouard Hubert. Oui, James Gray, c'est vraiment l'un des grands cinéastes actuels. Et puis on est chaque fois sûr, quand on va voir un de ses films, qu'on va voir une œuvre parfaite. Et Farida Belgou, vous avez vu ces films, non ? Non, mais je vois bien de quel type il s'agit et je considère en effet qu'il peut y avoir sur le plan formel des recherches esthétiques qui peuvent nous conduire beaucoup à nous pâmer, mais en règle générale, je pense quand même que ce type de cinéma ramollit le muscle. Écoutez, je sais pas, j'espère qu'on n'est pas trop ramolli du bulbe, nous qui faisons ce métier depuis 20 ans, mais bon. Vous êtes sur Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de la promesse, animé par Rémi Fontaine. Le thème du jour, cinéma et politique. Nos invités sont Édouard Hubert, chroniqueur cinéma à Famille Chrétienne, Laurent Dandrieux, chroniqueur cinéma à Valeurs Actuelles, et Farida Belgoul, cinéaste et romancière. Elle a lancé l'initiative Journée de retrait de l'école. Pour l'interdiction de la théorie du genre dans tous les établissements scolaires. Alors, on va continuer. Édouard Hubert, peut-être d'autres questions à Laurent Dandrieux ou... Laurent, vous avez choisi d'être critique, et c'est-à-dire de donner un jugement sur les films que vous avez vus. Vous avez fait ça de façon très formelle avec un système de codes. Comment ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne. D'abord, c'est fondé sur le principe que le critique est là pour éclairer la pensée et la compréhension du cinéma de son lecteur, mais il doit aussi lui fournir un guide. C'est-à-dire qu'à la fin de la critique, on doit savoir vraiment ce que le critique en a pensé. Et donc souvent chez mes confrères, il y a un certain flou artistique. Alors il y a ceci qui est bien, mais ceci qui est pas bien. Hein, et à la fin des fins, on ne sait plus trop du tout si le critique a aimé ou pas. Donc moi j'essaye d'éviter cela au maximum. Et donc d'avoir des jugements qui se terminent sur une conclusion franche et claire, et aussi donc qui se matérialise par un système de notation d'étoiles positives ou négatives qui permettent de manière claire, même si c'est parfois schématique ici, ça appelle à être nuancé par le corps de la critique, ça permet d'avoir tout de suite une vision claire de là où on est. Et alors ces étoiles, elles concernent aussi bien le fond, et même d'abord le fond et la forme. Voilà, mais en fait, elles considèrent surtout le film comme un tout, qui inclut le fond et la forme. Alors, parce que vous avez des audaces, des prouesses, des coups d'éclat qui vous ont fait signaler, voilà. de juger de classiques ou de films tenus pour classiques.
avec une sévérité inouïe. C'est pas Pierre le Fou, c'est à bout de souffle qui se retrouve plongé dès la fond. première page. Oui. Oui. Alors, oui, vous dites, je préfère pêcher par témérité que par timidité. Oui, je pense que si on est pétri de respect devant les classiques en disant tout le monde considère que c'est un chef-d'œuvre, donc moi je me suis ennuyé comme un rat mort en le regardant, mais c'est un chef-d'œuvre, donc je ne vais pas dire que on fait plus son métier de critique. Alors effectivement, il faut le faire avec une forme d'humilité et considérer que voilà, si tout le monde considère que c'est un chef-d'œuvre, on va essayer de rentrer dans leur raison et essayer de comprendre. Mais si on n'y arrive pas et que on va pas essayer de faire rentrer ces raisons dans sa façon de voir avec un chausse-pied. Alors après, après, de l'héroïsme, c'est très bien. Après, voilà, je revendique totalement cette subjectivité en laissant évidemment le lecteur totalement libre de la rejeter, de se positionner par elle. L'intérêt effectivement de ces positions tranchées, c'est que ça permet, à mon sens, d'organiser un débat avec le lecteur, c'est-à-dire que même si le lecteur n'est pas du tout d'accord avec mon jugement, je vais lui fournir j'essaye de lui fournir assez d'arguments pour qu'il puisse en débattre. Mais effectivement, je ne prétends pas du tout avoir la vérité infuse. Il y a un sujet qui nous sépare avec Édouard Hubert, c'est notamment Romer. Voilà le cas Romer. J'avais ça naturellement derrière une oreille. Non, mais on va pas parler tout de suite de Romer. Non, mais si on a le temps, on en parlera. Juste deux mots pour dire que voilà, moi j'ai des réserves très très nettes que j'exprime et que je développe. Édouard a exprimé dans un article de Famille Chrétienne excellemment très récemment toutes les raisons qu'il avait d'aimer ce cinéaste. Voilà, ce sont des divergences qui sont naturelles parce que la critique de cinéma n'est pas une science exacte et chacun en parle avec son. Il y a tout de même un ressenti. film de Romer sur lequel nous nous accordons à peu près et il tombe tout à fait dans notre rencontre d'aujourd'hui parce que c'est le film le plus politique, l'un de ces derniers, La Veuve et le Duc. L'Anglaise et le Duc. L'Anglaise et le Duc, pardon, et qui est un film qui est fait pour nous plaire à l'un et à l'autre, parce que c'est un film contre-révolutionnaire, royaliste, disons-le, en tout cas qui prend vraiment parti pour le côté royaliste dans le drame du film. Et nous ne l'aimons pas beaucoup, ni l'un ni l'autre. Mais nous aimons l'un et l'autre, Manu chez Maud, qui est un grand film sur Pascal, et le pari de Pascal. Et que la Vétanoire aime bien aussi beaucoup. Par le fait même. Oui, il y a un aspect aussi, bon, pour rejoindre un peu le propos de Farid Abelkoul, c'est vrai que les bons films, comme dit Denis Sureau, c'est des îlots de beauté, dit-il, dans un véritable océan d'insanité et d'horreur. Il y a cet aspect aujourd'hui de la pornographie infuse dans tous les films, pratiquement. Alors, il faut quand même préciser qu'il faut distinguer le cinéma contemporain, où effectivement la phrase de Denis Sureau que vous venez de citer, je pense qu'effectivement il faisait référence à cette période, peut être applicable. C'était pas vrai autrefois quand même. Je veux dire que le cinéma, quand vous prenez le cinéma des Américains ou français des années 30 à 50, bon, il n'y avait pas que des chefs-d'œuvre, mais enfin la qualité moyenne des récits, des scénarios et la vision des choses qui étaient présentées était quand même d'une tenue incroyable, quoi. Donc effectivement là on avait plutôt des îlots de médiocrité dans un océan de qualité. Ouais. Voilà, malheureusement la proportion s'est un peu inversée. Si on prend le cinéma français de l'entre-deux-guerres, on a plus affaire à du théâtre filmé qu'à du cinéma, il faut aussi le dire. Pas que ça, mais si vous prenez Jouvet, Simon, si vous prenez les adaptations des textes de Pagnol, moi j'y vois plus du théâtre filmé, comme je viens de le dire, que des films qui sont construits avec la recherche esthétique dont vous parlez depuis le début de l'émission. On n'est pas du tout dans le même type de produit artistique. Si on peut estimer, par exemple, qu'un film comme La vie d'Adèle est de l'art. Moi, je pense que c'est de la propagande. Oh, c'est de l'art contemporain. C'est de la propagande. Moi, je n'ai pas peur des mots, vous savez. Je pense, et je le répète, que c'est de la propagande. Et c'est une propagande qui est menée et financée aujourd'hui pour conduire notamment les jeunes dans les établissements scolaires, mais aussi toute la société française, à considérer en effet que le message contenu dans ce film est un message à l'égard duquel nous devons nous rallier. Donc, pour cela, je répète que c'est de la propagande. Sur ce film-là, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est évident, et sa palme d'or est un scandale sonore.
Moi, ça me fait dégoûter de retourner à Cannes. J'y retourne pas. J'en ai marre. Ras-le-bol. Alors, on va lire pour que les auditeurs se fassent une idée. On va lire justement la critique que Laurent Dandrieux fait de la journée de la jupe, et comme ça, on pourra avoir une réaction de chacun d'entre vous. La journée de la jupe, drame de Jean-Paul Lilienfeld. Comme beaucoup d'autres professeurs de collège difficiles, Sonia, Isabelle Adjani, n'arrive pas à asseoir son autorité sur des élèves qui ne manquent pas une occasion de la rudoyer et de l'humilier. Le simple fait qu'elle s'obstine à venir faire classe en jupe suffisant à la faire taxer de salope. Ce jour-là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase va prendre forme d'un pistolet qui s'échappe du sac à dos d'un élève. Dans la mêlée, Sonia s'en empare et décide de prendre sa classe en otage. Si la forme du film de Jean-Paul Lilienfeld, initialement tourné pour la télévision, n'est guère excitante, le fond l'est bien davantage. Et l'on confessera une certaine jubilation à voir cette prof savourer la puissance que lui donne ce pistolet de se faire, enfin, écouter et obéir de ses élèves. Le fait qu'il repose sur les épaules de ce paragon de politiquement correct qu'est Isabelle Adjani, ici excellente, donne d'autant plus de poids à un récit qui sonne comme la prise de conscience, tardive et limitée, mais dramatique, de l'impasse dans laquelle nous ont conduit les politiques irresponsables. D'autant que, contrairement au démagogique entre les murs, la journée de la jupe n'éprouve pas le besoin de ménager le spectateur avec une conclusion artificiellement optimiste. Alors, miroir de la vérité, propagande, art, que faut-il en penser Édouard Hubert. C'est moi, mais ce serait plutôt Farida qui est enseignante, qui pourrait nous dire exactement en quoi il y a quelque chose de vrai dans ce film. Ce qui ne veut pas dire que si ça n'est pas tout vrai, il n'y a pas une part de vérité quand même. Qu'en pensez-vous ? Non mais monsieur, quand on mélange le vrai et le faux, on est dans le faux. Parce que c'est un procédé bien connu justement de notre adversaire intime, présent malheureusement en chacun d'entre nous et à l'égard duquel on doit se mobiliser pour le vaincre, c'est-à-dire nos propres vision négative de l'univers, notre propre propension à faire le mal. Et dans ce combat qu'on doit mener, on doit comprendre, dans ce combat intérieur qu'on doit mener, on doit comprendre que le mélange du faux et du vrai, c'est le faux. Et il n'y a pas de concession à faire à cela. Et dans le film, à mon avis, dans lequel joue effectivement admirablement Adjani, c'est d'ailleurs en cela qu'elle sert la propagande du réalisateur et de la production, parce que derrière un film il y a un homme qu'on met en avant, l'homme avec son intention, mais il y a aussi tout un service financier qui a mis vulgairement du pognon là-dessus et qui compte bien en avoir le retour sur investissement. Alors soit en termes financiers, soit en termes idéologiques, soit dans les deux domaines. Donc dans le cas du film La journée de la jupe, on est en plein délire. On est en plein délire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce film, et je suis enseignante depuis 1993. J'ai été moi-même élève avant. Il n'y a rien, pas une minute dans ce film qui corresponde à un semblant de début de réalité. Tout est absolument reconstruit. Bah, c'est une fable dangereuse, alors je dirais, je vous rejoindrai sur le mot, alors que la fable, elle est là pour nous enseigner le bien, pour parler en termes simples. Elle est là pour nous conduire finalement à une morale, comme l'a fait notamment La Fontaine, mais pas que lui, avant lui Ésope. Et plus on s'approche de l'époque contemporaine, et plus les fables ne sont plus que des parodies qui nous tirent vers le mal. Donc, il n'y a pas, je le répète, dans cette fable, si vous voulez bien l'appeler comme ça, je m'y rends, la moindre tension vers une remise en cause de l'être humain qui nous permettrait d'améliorer la situation. Tout ce qui est construit dans ce film a posteriori, à partir des critères, je dirais, de la propagande sur les banlieues, sur la femme et sur le féminisme, nous conduit à un film totalement aberrant et qui n'a été là que pour, encore une fois, faire pression sur les gens qui l'ont regardé, pour leur faire croire des choses qui n'existaient pas. Mais quelle chose alors ?
Eh bien, par exemple, qu'un enseignant puisse prendre un revolver sorti du sac d'un élève, c'est absolument aberrant. Oui, c'est-à-dire que les élèves sont accusés par là même d'être des porteurs d'armes, ce qui est faux. Moi, j'en ai rencontré aucun à 20 ans. Non, mais excusez-moi, je n'ai pas. Et vous êtes en train de ne m'interrompez pas parce que je déteste ça. Moi, je ne vous interromps pas. Je ne vous interromps pas. Je peux me taire et puis vous écouter. Non, vous l'avez dit très bien. Voilà. Donc, puisque on me demande qu'est-ce qui me semble faux là-dedans, je vous dis que il y a propagande lorsqu'on laisse entendre que des élèves de banlieue aujourd'hui se trimballent avec des armes et viennent avec ces armes-là en classe. Il y a complètement propagande lorsqu'on prétend qu'une femme puisse avoir le courage qu'elle a ou l'opportunité qu'elle saisit pour nous conduire ensuite à ce qu'une enseignante femme et peut-être mère de famille dans la réalité puisse mettre en otage des enfants. C'est complètement en dehors de toute volonté de construire une représentation de ce qui se passe dans les établissements qui soit le plus proche possible de la réalité, mais surtout de construire une image qui nous tirerait vers le bon. Là, on descend vers le mauvais, terriblement, et d'une minute à l'autre, dans ce film, les choses s'aggravent. Laurent Mandrieux. Oui, je pense que là il y a un désaccord fondamental sur ce qu'est le cinéma et sur ce qu'est l'art. C'est-à-dire que est-ce que le cinéma, d'une part, est condamné au réalisme. Pardon, excusez-moi, je reviendrai là-dessus. Je me permets de vous interrompre si vous me l'autorisez. Je vous y autorise. Parce que tous ces films contemporains, non mais j'ai demandé la permission. Je me tairai si je ne veux pas. Je vous demande la permission de vous interrompre parce que j'aimerais bien vous entendre sur ce que je vais vous dire. C'est que de nombreux films désormais apparaissent avec la mention inspirée d'une histoire vraie. Donc on veut bien là nous faire croire que nous sommes dans la représentation du réel. Donc si nous sommes dans la représentation du réel, nous portons une responsabilité à l'égard du message que l'on délivre. Donc, moi je dis que c'est faux, et ce n'est pas inspiré d'une histoire vraie, dans le sens où on veut nous le faire croire, à savoir qu'on serait en train de nous dire la vérité. Je suis d'accord que vous puissiez faire cette critique à un film qui commencerait par le carton inspiré d'une histoire vraie, mais c'est pas le cas. Je parlais pas seulement pour oui, la jupe. Mais moi, là, on parle de la journée de la jupe, et donc je dis qu'effectivement, il y a des films, il y a un cinéma qui prétend au réalisme et qui est tout à fait respectable, et il faut que ça existe. Il y a un cinéma aussi qui prétend atteindre une certaine forme de vérité par des effets de style, par une forme de symbolisme, par une forme par des moyens narratifs qui s'apparentent à ceux du conte. Et je pense que effectivement, quand un spectateur voit la journée de la jupe, il a bien conscience que cette histoire de prise d'otage d'un professeur d'une classe par son professeur n'est pas dans le domaine du réaliste, et qu'on n'est pas dans la description de quelque chose de réel. Par contre, je pense la force du film, c'est de nous démontrer par ce biais artistique, donc d'une certaine façon artificielle, un certain nombre de vérités et un certain nombre d'impasses dans lequel se trouve le système éducatif. Ensuite, est-ce que le cinéma a pour fonction forcément de nous conduire vers une issue positive? Que le cinéma, effectivement, ait cette mission générale assez haute d'élever l'homme, très bien. Mais élever l'homme, ça peut être aussi, dans un premier temps, de lui montrer où sont ses impasses. Et de lui montrer en quoi il fait fausse route. Il y a tout un tas de chefs-d'œuvre dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de la littérature, qui se terminent mal et dont les héros ne connaissent pas de rédemption à la fin du film. Ça n'enlève rien à leur qualité artistique et à la valeur de leur démonstration. Je pense que je comprends ce que vous avez voulu nous dire, mais je pense que si on reste sur cette conception-là, c'est finalement une condamnation de l'art en général. Et du roman notamment. Du roman notamment, parce que le roman peut être plus ou moins bon et refléter plus ou moins la réalité. C'est une condamnation aussi de toute forme artistique qui ne vise pas au réalisme, et notamment de la caricature, qui pour moi est une manière éminemment digne et intéressante d'arriver à la vérité. Voilà.
Et moi, je voudrais rajouter à ce que vient de dire Laurent Andrieux, d'un point de vue plus philosophique, c'est que la vérité, si elle est unique, elle n'est pas univoque, elle n'est pas unilatérale, et que il y a une complexité. Vous avez évoqué le bien et le mal, mais justement, c'est la parabole du bon grain et le livret. Quand on rencontre de la réalité, alors évidemment, on peut aller vers le bien ou vers le mal, c'est sûr, mais on n'est jamais dans un côté tout bon, tout mauvais. Et donc, dans l'œuvre d'art, il y a forcément cet aspect qui apparaît. Et donc, je vous laisse répondre. Est-ce que juste, pardon, est-ce que je pourrais juste, parce qu'en fait, je voulais répondre sur un dernier point rapidement, avant que vous ne repreniez la parole. Et vous parliez de propagande, et donc vous disiez que ce film conduisait les gens à une vision fausse. Pour moi, il les conduit à une vision profondément vraie, qui est l'impasse totale du système éducatif français suite à un certain nombre de politiques aberrantes, dans le détail desquelles on va pas rentrer. Mais voilà, c'est contrairement à beaucoup de films français, et notamment Entre les murs, dont le propos est de dire non, mais vous inquiétez pas, ils sont certes un tout petit peu turbulents, mais enfin tout va bien. Là, on avait un film qui, pour une fois, mettait vraiment le doigt sur les vraies difficultés de l'école. Bon, pour en finir, si vous le permettez, avec la journée de la jupe, à moins qu'on ait besoin d'en parler davantage, moi je ne peux pas du tout aller dans votre direction concernant ce film, parce que je ne peux pas admettre, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'enseignante de banlieue pendant 20 ans, je suis toujours enseignante en banlieue depuis 20 ans, sauf que là, actuellement, je suis en disponibilité parce que ma vie est engagée dans un combat pour l'interdiction de la théorie du genre, justement à l'école, donc je sais de quoi je parle. L'école, c'est vraiment le terrain dans lequel je me trouve. L'art, je pense aussi que c'est quelque chose qui me concerne, et je n'y suis pas opposée en tant que telle, dans la mesure où moi je ne suis pas critique, je me suis engagée dans la production de l'art en tant que romancière. Donc quand vous dites que je condamne le roman, ça tient pas la route, parce que je suis moi-même romancière. Mais je dis que la critique que vous faites au cinéma s'applique au roman. Non, pas du tout. Justement parce qu'il y a une différence de nature entre l'écrit et l'image, entre le roman et le cinéma. On a plus de liberté dans l'écrit, et c'est ça qui est important. Notre imagination aujourd'hui est la nôtre dans l'écrit. C'est nous qui construisons les images, c'est nous qui produisons la musique du livre, et c'est une différence fondamentale avec l'image qui nous tétanise et nous hypnotise. Mais pour en revenir à cette condamnation du roman et du film, je m'inscris en faux dans la mesure où je suis romancière et cinéaste moi-même, et j'ai été confrontée à la production de textes, à la production d'images. Je sais exactement comment les choses se passent. Je peux vous dire par exemple que un film coûte très cher et que l'argent régit le contenu du film. Et c'est la raison pour laquelle je suis très suspicieuse concernant le cinéma, parce que j'ai été confrontée à cette problématique en tant que cinéaste, c'est-à-dire réalisatrice et même actrice. Donc je sais exactement de quoi il en retourne. Et concernant la journée de la jupe, de quoi s'agit-il? Je ne peux pas, moi, dire qu'on a affaire à une œuvre d'art qui remet en cause l'éducation nationale, quand en vérité il s'agit de montrer des petits banlieusards qu'on appelle généralement des racailles traiter leurs profs de salopes pendant tout le film. Enfin, c'est pas sérieux, c'est aberrant, et qu'on me trouve dans la réalité une enseignante qui pourrait témoigner de ce rapport des jeunes des banlieues à l'enseignant. On va avoir à ce moment-là des témoignages qui ne correspondent absolument pas à ce qui est représenté dans le film. La réalité, elle est tout autre. Et je le dis en tant que cinéaste, en tant qu'écrivain et en tant qu'enseignante. Alors, à moins que vous vouliez répondre, mais on peut peut-être passer à un autre film, justement, qui a fait l'actualité récemment. C'est La Marche. Oui. Donc, c'est une réalité que vous connaissez bien. Alors, très bien aussi, oui. Je pense que ni Edouard ni Laurent ne l'ont vu. Hein. Si, moi je l'ai vu. Laurent l'a vu, donc on va vous demander ce que vous en pensez. J'aimerais bien ce que en pense monsieur Dandrieux-Laurent. D'abord, juste un mot pour finir vraiment sur la journée de la jupe, parce que c'est vrai que c'est pas non plus, ça mérite pas qu'on y passe toute l'émission. Mais enfin, moi personnellement, des enseignantes qui subissent ce genre d'outrage, peut-être pas de manière aussi répétée, aussi continue, mais j'en connais, voilà. Et des élèves qui introduisent des armes dans les écoles. Il y a un certain nombre de faits divers récents qui nous ont montré que c'était pas de la fiction. Sur La Marche, effectivement, c'est un film qui d'abord, il faut le préciser, n'a eu aucun succès, qui a été précédé d'un barrage médiatique très très important. C'était le film qu'il fallait aller voir, donc puisqu'il retraçait la première marche des beurs de 1983, si je ne dis pas de bêtises, et
qui est donc la première manifestation en France de ce qui allait plus tard déboucher sur ce qu'on a appelé le mouvement antiraciste. Le film est donc un film hagiographique, totalement à la gloire de cet événement, sans complexité, sans nuance, avec des personnages tout d'une pièce. C'est assez ennuyeux à voir, comme tous les films moralisateurs. C'est assez bien fichu par ailleurs, c'est-à-dire que effectivement la mise en scène est honnête, les acteurs sont compétents, à l'exception de Jamel Debbouze qui fait un numéro d'histrionisme assez pénible. Mais enfin voilà, tout ça est très 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 prévisible, sans grand intérêt, et de fait, la sanction du public a été là. Voilà. Farida Belgoul. Alors sur ce film, là aussi, j'occupe une place un peu particulière parce que je suis au cœur de cette histoire. Depuis 30 ans, il n'en a pas été question, de la Marche des Beurs. Je n'ai pas participé à la Marche des Beurs, mais j'ai été celle qui, l'année suivante, a organisé une autre initiative qui s'appelait Convergence 1984, sur laquelle je ne vais pas venir maintenant parce que ce serait bien trop long. Mais disons que ces années m'ont appris et m'ont montré que l'antiracisme était effectivement une idéologie qui, à dessein, cherchait à diviser le peuple français, ou le peuple de France, comment on l'appellera. Et cette idéologie, qu'est l'antiracisme, finalement, avance aussi, comme d'habitude, à visage masqué, et nous fait prendre des vessies pour des lanternes, en nous faisant croire que là encore, nous nous situons dans le bien. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'être gentil à l'égard des populations étrangères qui subiraient en France des discriminations et une violence quotidienne qui serait absolument, extrême et insupportable. Et finalement, quand on regarde de plus près et qu'on se confronte encore une fois à la réalité sur le terrain et sur le terrain politique de l'antiracisme, c'est comme avec le cinéma, quand on se confronte à la production d'un film, soi-même pour l'écrire et le réaliser, on n'a pas la même relation avec le cinéma que lorsqu'on se limite simplement de le regarder de l'extérieur. Et bien avec l'antiracisme, c'est exactement la même chose. Quand on rentre dedans, on découvre une manipulation et une grosse arnaque. On découvre l'arnaque des antiracistes qui sont en fait eux aussi rémunérés et dans lesquels on trouve toute la gauche, y compris des catholiques de gauche, qui se recrutent dans les espaces œcuméniques où, moi je les appelle les faux catholiques, ce qui fait une levée de bouclier me concernant sur ce terme, parce que je pense pas qu'on puisse être catholique et de gauche, je ne pense pas qu'on puisse... Peut-être qu'on peut pas l'être non plus par rapport à d'autres idéologies, mais puisqu'il s'agit de l'antiracisme là, je ne pense pas qu'on puisse être catholique et de gauche, parce que quand on est catholique, on part normalement d'un certain nombre de principes qui sont révélés, c'est-à-dire qui sont d'ordre divin, et quand on est de gauche, on est en train de négocier justement avec le monde terrestre pour essayer d'avoir le maximum de gloire, d'argent, de femmes et d'alcool éventuellement, ou de drogue en tout genre. Et le problème, il est là, c'est qu'on est dans une manipulation, et comme dans la journée de la jupe, on est allé en banlieue chercher des innocents plus ou moins bien élevés, plus ou moins déraillés, plus ou moins tout ce qu'on veut, et qu'on les a manipulés dans un film grandiose, qui s'est d'abord appelé La Marche des Beurs, à la tête de laquelle se trouvait Mitterrand et un prêtre progressiste, moderniste qui était Christian Delorme, qui nous a donné une image du christianisme absolument désastreuse, puisque moi j'ai quand même été anti-catholique pendant mes jeunes années à cause de ce Christian Delorme-là, qu'on ne peut pas appeler prêtre. Figurez-vous que quand je lui écris une lettre et que je lui dis mon père, il me répond en ignorant cette appellation et en signant Christian Delorme. C'est-à-dire qu'il faut que je l'appelle Christian et non pas mon père. Donc ça m'a mis pas seulement moi dans une position critique à l'égard du catholicisme, mais qui était en fait due à mon ignorance et à la responsabilité que portent les catholiques de gauche dans l'image qu'ils renvoient. D'autres catholiques à l'époque, je suis bien placé pour en parler, dénonçaient cette manipulation de l'antiracisme. Oui, mais vous nous avez jeté. Et des sociologues avec, comme Jules Monroe, dénonçaient cela. Sauf que vous nous avez craché dessus à nous.
Aussi, si, bah, j'ai toutes les émissions, j'ai toutes les émissions, j'ai tous les articles. Et je suis heureuse qu'en 30 ans, je suis heureuse. Nous ne sommes pas manichéens, nous savons discerner, distinguer pour unir. Pas du tout. Les jeunes ont été à l'époque extrêmement malmenés parce qu'ils apparaissaient comme des agents du PS et de la gauche. Ce que je peux comprendre, hein, de l'extérieur. Mais là encore, on n'a pas fait un travail de fond. Mais moi, je suis heureuse d'une chose, c'est que 30 ans après, on est ensemble là à discuter quand même. C'est-à-dire que le chemin qui a été parcouru, c'est quand même un chemin extraordinaire. Que des jeunes aujourd'hui qui ont vieilli, puisque j'ai 55 ans, se retrouvent à Radio Courtoisie pour pouvoir justement débattre de ce qui a été notre passé conflictuel, c'est merveilleux. Pour en revenir au film. Dans la courtoisie. Voilà, dans la courtoisie. Pour en revenir au film, alors c'est un film de propagande. Les acteurs sont nuls, là je suis encore beaucoup plus sévère que Monsieur Laurent. Absolument nul, le jeu est catastrophique. L'écriture cinématographique de ce film est tout à fait déplorable. On est dans le sentimentalisme le plus niais, les bons sentiments les plus manipulables. Mais surtout, ce qui m'a paru intéressant, et c'est là-dessus que je vais insister parce que je renvoie à la critique que j'ai faite et qui a été diffusée par Égalité et Réconciliation, la chose la plus extraordinaire qui m'a semblé dans ce film, c'est qu'on a, en 1983, donc, fait croire qu'une marche avait eu lieu dans ce film. Que cette marche mettait en œuvre des jeunes de banlieue, et à l'arrivée de cette marche, que voit-on dans le cortège qui accueille les marcheurs et qui ont traversé la France pendant un mois? Qu'est-ce qu'on voit? Le drapeau LGBT de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'on a, dans un anachronisme total, utilisé une histoire. Si ça, c'est pas de la propagande, monsieur. Tout à fait. J'avoue que je m'étais déjà endormi à ce moment-là, donc je n'ai pas repéré ce drapeau. Un critique qui s'endort avant la fin du film est-il un bon critique? Parfois, nécessité. Parce qu'un spectateur a le droit de s'endormir, mais pas un critique. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la fin du film, on voit cette chose époustouflante où le cortège porte des drapeaux arc-en-ciel du lobby LGBT. Est-ce que vous vous rendez compte que de cet anachronisme et du sens que cet anachronisme a aujourd'hui comme instrumentalisation d'une histoire de la jeunesse immigrée pour la ramener toujours aux intérêts de ceux qui font le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes dominés et dans lesquels les jeunes sont encore, une fois de plus, instrumentalisés. Il y a un autre anachronisme, si vous me le permettez, qui est présent dans le film. Là, vous ne dormiez pas encore, mais vous pouviez pas le voir. J'ai eu des intermittences. Vous ne pouviez pas le voir, c'est que, comme je vous l'ai dit au début de mon propos sur ce film, j'ai donc créé lancé en France en 84 une initiative qui s'appelait Convergence 84. Et l'affiche de Convergence 84 se trouve à un moment donné dans le film de la marche de 83. Donc vous voyez bien que là encore, on tente une récupération qui, en tout anachronisme, comme avec le drapeau LGBT dans la manif, nous montre bien que, là encore, il s'agit d'un film de propagande. Alors, sur l'industrie du cinéma, l'argent, les subventions, la manipulation, on est tout à fait d'accord. Là, il y a pas de problème et je passe la parole. Non, je voulais juste citer un autre anachronisme qui est assez amusant, c'est dans Belle et Sébastien, parce que où va se nicher le politiquement correct, vraiment, parfois on est très surpris. Et donc, les adaptateurs de cette série télévisée des années 60 ont imaginé de la placer, je vous le donne en mille, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça se passe en montagne, donc à la frontière. Et donc de la frontière de la Suisse, et donc il y a des passeurs qui aident des juifs à passer en Suisse clandestinement au nez à la barbe des Allemands. Et figurez-vous que dans le film, on ne fait pas jamais mention de ces juifs comme étant des juifs, on les appelle des clandestins. Nous allons aider les clandestins à passer la frontière. Donc ça, c'est encore un clin d'œil à l'actualité qui est assez appuyé et tout à fait grotesque. Dernier clin d'œil à propos de la marche, et je vous donnerai la parole volontiers. Et on a aussi une scène extraordinaire qui est totalement anachronique, mais qui est aussi scandaleuse. Là, je pèse mon mot. C'est qu'à un moment donné, on a une marcheuse qui est française de souche, comme le vocabulaire contemporain nous impose maintenant de désigner les uns et les autres, et qui marche avec les jeunes beurs de cette marche de 83 pour l'égalité et contre le racisme, et au cours d'une soirée dansante, puisque les marcheurs étaient reçus chaque soir pour faire des fêtes ou des meetings ou des rencontres, au cours d'une soirée dansante, cette jeune marcheuse française de souche embrasse une jeune fille à pleine bouche en gros plan, pour qu'on nous laisse effectivement entendre que la marche des beurs est aussi la marche des LGBT. Et la dernière chose qui me paraît extrêmement importante,
extrêmement importante, c'est qu'à un moment donné, une jeune marcheuse, cette fois-ci c'est une beurette dans le film, s'effondre aux pieds de ses camarades, et tous affolés se précipitent sur elle pour essayer de voir ce qui a pu effectivement la conduire comme cela à s'évanouir. Et ben je vous le donne en mille, tout simplement, une croix gammée dessinée dans son dos à la lame de rasoir. Ce qui n'a jamais eu lieu, bien évidemment, au cours de cet événement, et qui là encore nous laisse penser que ceux qui sont derrière le réalisateur lui-même sont des gens qui ont quand même un message à délivrer qui n'est pas forcément celui de la vérité. Alors nous allons poursuivre le débat, mais nous allons faire une petite pause musicale pour repartir de plus belle. Vous êtes sur Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de la promesse, animé par Rémi Fontaine. Le thème du jour, cinéma et politique. Nos invités sont Édouard Hubert, chroniqueur cinéma à Famille Chrétienne, Laurent Dandrieux, chroniqueur cinéma à Valeurs Actuelles, et Farida Belgoul, cinéaste et romancière. Elle est à l'initiative de la journée de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre à l'école. Et nous venons d'entendre le morceau très célèbre des Chariots de Feu, pour faire un petit clin d'œil au cinéma d'une part et aux Jeux Olympiques d'autre part. Un petit mot, Édouard Hubert, sur les Chariots de Feu? Les Chariots de Feu, j'ai pas, mais sur la musique, parce que vous voyez comment un film, pour nous, reste souvent sous la forme de musique et pas d'image, parce que elles sont plus faciles à rappeler. Et on entend quelques notes,
et l'écran s'allume. Ça, je pense que et tout le monde sait que c'est les chariots de feu, même ceux qui ne l'ont pas vu. C'est extraordinaire. Alors on vient de dénoncer effectivement la marche comme film de propagande éhontée avec la morale moralement correcte, si j'ose dire, du moment. On aurait pu parler également des indigènes. Je l'ai pas vu, mais je suppose que c'est un peu le même profil, non? Oui, effectivement, ce sont des films totalement à thèse, qui ont une idée derrière la tête et qui n'en démordent pas au mépris de toute subtilité, de toute vérité, de toute justesse. Je voulais revenir sur un aspect parce que Édouard a dit plaisamment tout à l'heure que la Palme d'Or accordée à la vie d'Adèle l'avait dégoûté du Festival de Cannes et qu'il n'irait plus, ce que je peux comprendre, ayant été moi-même pendant 8 ans et à la fin n'en pouvant plus non plus. Mais il faut pas oublier non plus que ce même Festival de Cannes est celui qui, je crois, juste l'année d'avant, avait donné la Palme d'Or à The Tree of Life, justement, dont nous parlions. Donc, tout ça pour dire que, en dehors du cas du Festival de Cannes, que le cinéma c'est pas un bloc, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un vaste océan dans lequel il y a des courants dominants qui en ce moment sont très forts et très déplaisants, mais il y a aussi des contre-courants. Il y a aussi, c'est aussi un espace de liberté pour peu que les cinéastes. Il y a des divines surprises. Voilà, c'est pour peu que les cinéastes qui aient envie d'exercer cette liberté réussissent à trouver leur financement, ce qui est effectivement toujours très difficile, mais ce qui n'est pas totalement impossible. Le même Festival de Cannes, l'année encore d'avant, n'avait pas donné la Palme d'Or, mais avait donné une de ses principales récompenses au film magnifique de Xavier Beauvois, qui est Des hommes et des dieux. Et donc je pense qu'il faut être dans une attitude je dirais prudentielle par rapport au cinéma comme par rapport à toute chose, c'est-à-dire apprendre à distinguer de manière à soutenir ce qui est bien et combattre ce qui est mauvais, mais ne pas avoir trop tendance à tout rejeter dans une géhenne extérieure en disant qu'il ne peut rien en sortir de bon. Non, il y a des films qui élèvent, il y a des films qui édifient. Et c'est à nous de les soutenir, et c'est à nous de faire en sorte qu'ils trouvent leur public. Qui a dit qu'il y avait rien de bon dans le cinéma sur cette table? Non, je visais pas. Enfin, comme je l'ai pas entendu, je voulais savoir qui l'avait dit. Non, vous avez pas. D'abord, je ne pensais pas spécifiquement à vous, mais c'est vrai que vous avez. Moi, je me suis senti visée. Comme je suis franche, je vous le dis. D'accord. Alors, je ne pense pas être assez stupide pour avoir ce point de vue. Je ne vous crédite pas effectivement de ce propos. Vous avez quand même défini le cinéma comme étant essentiellement un outil de propagande. Voilà. Propagande avec la caractéristique à terme de supprimer le livre ou d'orienter vers des livres comme Harry Potter. Prenons cet exemple. Vous me dites le cinéma peut conduire à la lecture. Oui, c'est vrai. Harry Potter a conduit à la lecture d'Harry Potter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit sur des quantités énormes de livres vendus, que la jeunesse influencée par le cinéma d'Harry Potter lit Harry Potter. Et on en est arrivé quand même, c'est quand même pas moi qui suis patronne de ces éditions classiques abrégées, à considérer que pour la jeunesse aujourd'hui, on devait enlever du texte tout ce qui n'était pas l'action, et on a créé une collection qui s'appelle les classiques abrégés, où des grands auteurs français aujourd'hui sont amputés des bras, des jambes et du reste, pour ne pas citer les différentes parties du corps, et on offre aux enfants et aux adolescents aujourd'hui des œuvres classiques françaises qui n'en sont plus parce qu'elles sont handicapées. Donc c'est ça que je veux souligner. Oui, mais parce que ça fait partie d'un contexte plus général. Non, que ça fasse partie d'un contexte. On peut pas cibler uniquement le cinéma. C'est la civilisation de l'image qui est apparue effectivement dont le cinéma a une part, mais on le voit aussi avec Internet aujourd'hui. Non, mais le cinéma avait déjà lui-même joué ce rôle. C'est un tournant de civilisation. Mais le cinéma avait déjà joué ce rôle. Ouais. Maintenant, moi, je ne suis pas contre le cinéma puisque je suis cinéaste. Ça, il faut le rappeler encore une fois. Je suis cinéaste, j'ai fait un film, plusieurs. Il y en a un que j'aime beaucoup dans ce que j'ai fait, qui m'a semblé être pour moi une espèce de quête de moi-même dans laquelle j'ai pu réaliser et me réaliser moi-même. Donc je suis pas du tout, comment dirais-je, psychorigide ou manichéenne. Il faudrait être idiot pour l'être et je pense pas l'être. Donc je pense que le cinéma est un espace dangereux, mais en même temps il peut être aussi un chemin de quête. Mais il faut quand même reconnaître
reconnaître que à 90% on court de nombreux périls à le fréquenter et que la partie de quête spirituelle ou de quête de soi-même et de son identité, c'est quand même la plus marginale et la moins défendue financièrement, parce qu'un film c'est beaucoup d'argent. Je ne me hasarderai pas dans les statistiques, savoir si c'est effectivement 90% plus ou moins, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement cette zone de danger que vous décrivez existe, et je pense que notre rôle de critique, effectivement, c'est d'aider le spectateur à discerner ce qui vaut la peine d'être vu et ce qui est dangereux ou ce qui ne vaut pas la peine d'être vu, et justement l'aider du coup à parce que si j'en parlais, c'est parce que ça n'était pas en référence à ce que vous disiez précédemment, mais plutôt je pensais à une certaine tendance dans notre milieu catholique où effectivement certains ont tendance parfois à dire non, la culture contemporaine c'est mauvais, on la rejette en bloc. Je pense que notre rôle de critique, c'est justement de les aider à leur donner les moyens de ne pas la rejeter en bloc, en leur signalant ce qui vaut la peine d'être vu et défendu. Pour reprendre une image vivante, il y a des anticorps. Il y a des anticorps qui peuvent éventuellement aider l'organisme à reprendre une vitalité. Et puis effectivement, excusez-moi, je rebondis là-dessus. C'est la culture, c'est un outil. On en fait ce qu'on veut. Alors effectivement, nos adversaires qui sont beaucoup plus puissants que nous l'utilisent à des fins souvent néfastes, mais c'est à nous aussi de ne pas leur abandonner cet outil et de l'utiliser à des fins bonnes, et c'est d'ailleurs l'enseignement constant des papes qui nous incite, et le pape Benoît XVI était très très éloquent sur ces sujets-là, qui nous incite à ne jamais abandonner le terrain de la culture aux partisans de la culture de mort. Hubert. Oui, j'ai un exemple en tête là d'une action qu'on peut mener avec de bonnes intentions, des intentions bonnes, droites, avec la volonté de faire bel et bon, sans avoir de moyens et en les cherchant, en faisant confiance aux idées. Il y a un producteur franco-américain qui s'appelle Rabourdin, qui a eu l'idée de monter un film sur les guerres de Vendée, en faisant un film qui soit proche de la réalité historique et non pas à la façon des grandes vagues romanesques comme Chouan, qui est paru sur nos écrans il y a quelques années. C'est-à-dire de montrer à l'image que les horreurs perpétrées en Vendée par les armées républicaines étaient bien le résultat de décisions prises à la tête de l'État. C'était pas des débordements de quelques généraux en mal de massacre. Et donc c'est un film qui est assez important au point de vue matériel, même si il modère ses ambitions au faisable, mais il a eu l'idée, parce que ça se pratique aux États-Unis, chez nous c'est très peu connu, de demander un financement populaire en lançant une souscription sur l'Internet. Et voilà comment il arrive maintenant aujourd'hui à avoir le financement de son film sur les Vendéens, qui est un film qui rassemble un fond historique très sérieusement documenté, une forme qu'il essaye de faire la plus belle possible, et des moyens simplement humains. Il a fait appel à des groupes folkloriques de Vendée qui ont l'habitude de faire des reconstitutions. Il savait donc très bien où trouver costumes, décors et armes pour refaire ça. Et le film va paraître, ça c'est là encore la question de la diffusion, c'est autre chose. Il va apparaître dans des télévisions sans doute étrangères avant d'arriver en France. C'est souvent comme ça que ça se passe, mais il nous arrivera peut-être. Et voilà un exemple de bon travail. Ça existe. Quel est le titre de ce film? Parce que celui-là, j'irais volontiers le voir. Il s'appelle la rébellion cachée. La rébellion cachée. Et dans un genre différent, mais il y a eu les Christeros, enfin bon, qui a demandé plus de moyens. Plus de moyens, mais j'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Oui, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas du tout dans le manichéisme total. Les Christeros, non seulement je l'ai vu, mais je dirais, j'en ai pleuré, mais d'une manière autre que sentimentale, je dirais spirituelle. Et je l'ai partagé avec de nombreuses personnes dans mon environnement, et c'est à mon avis quelque chose qui dans ma vie fait date sur le plan cinématographique. Je suis heureux de pouvoir réagir à ce film de cette façon parce qu'il m'a beaucoup touché aussi.
Alors on a quelques réactions de le fan club de Farida Belgoul, je crois, qui s'exprime. Si j'ai un fan club à Radio Courtoisie, c'est qu'on a gagné. Un auditeur, bonjour, juste pour vous dire que j'apprécie beaucoup la présence de Madame Farida Belgoul. Merci et bon dimanche. Merci et bonne journée à vous, monsieur, et à vous tous. Un autre auditeur, je salue avec une grande ferveur Madame Farida Belgoul. Ne serait-il pas souhaitable, étant donné son courage et sa clarté d'esprit, de l'entendre plus souvent à notre radio? Voilà, donc on arrive à la fin de notre émission. Enfin, il nous reste encore 6 minutes. Hein, on peut, c'est pas tout à fait la fin. Oui, bien sûr. Quelque chose qui sortirait de notre sujet qui nous a réunis. Oui, alors allez-y tout de suite pour qu'on puisse terminer sur le sujet. Je veux juste simplement dire que nous sommes dans ce week-end de préparation de la journée de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre. Après-demain, lundi 10 février, nous aurons c'est demain, oui. Décidément, j'en perds aussi bien mon latin que mon calendrier. Donc, on revient. Demain, donc, lundi 10 février, c'est la journée de retrait de l'école pour toute la France. C'est une date nationale. Je convie les catholiques, les musulmans, les juifs, les athées, les agnostiques, tout ce qui existe dans cette société qui a intérêt à défendre l'innocence, la pudeur et l'intégrité de nos enfants, à se mobiliser et à participer à cette journée de retrait dont vous aurez toutes les informations en allant sur notre Facebook JRE 2014, et vous aurez aussi un descriptif de cette action, journée de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre, sur notre site JRE 2014. Haut les cœurs, et puis vaincre ou mourir. Et on me dit toujours, mais vaincre, c'est atroce ce que vous êtes en train de dire. Mais moi je réponds, vaincre déjà notre peur. Vaincre la peur ou mourir. Et on doit souligner, vous êtes appuyé par notamment de nombreuses personnes, dont Civitas, Alain Escada, soutient votre combat. Exactement. Que je remercie et qui a eu un courage extraordinaire. C'est-à-dire que là, encore une fois, on se retrouve rassemblés entre gens hyper diabolisés et qui avons été séparés pendant de nombreuses années. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. On se rejoint sur la loi naturelle. Hein. Voilà, au moins. Même partiellement. Et puis sur l'existence du principe unique et le créateur aussi. C'est-à-dire qu'il y a la nature, donc, mais on sait que cette nature... Il y a un écuménisme temporel qui est tout à fait légitime. Et en même temps, on sait, je crois, et c'est ce qui nous rassemble, que cette nature est une création et donc qu'il y a un créateur. Alors, il nous reste 1 minute à peu près chacun pour dire le mot de la fin sur ce que vous voulez, en fait, sur l'émission, sur voilà. Donc, Farida Belgoul, participer à la journée de retrait de l'école, qui aura lieu demain toute la journée. N'ayez pas peur, et puis regardez un bon film avec vos enfants, qui soit un vrai conte, qui nous ramène justement à considérer que on doit avoir comme papa son vrai papa, celui qui nous a portés dans ses reins. Et avoir comme maman sa vraie maman, celle qui nous a porté dans le ventre, que c'est le cas le plus, souhaitable pour un enfant, qu'un enfant n'est pas un droit, mais qu'au contraire il a le droit d'avoir ses parents, et qu'on ne peut pas le troubler dans son identité sexuelle après l'avoir troublé dans son intellectualité et dans sa spiritualité. Alors, oui, effectivement, on aurait pu parler du cinéma et de la famille aussi, c'est un sujet politique. Donc, encore un petit message, j'écoute Madame Belgoul avec bonheur, car autant de franchise est une brise revigorante. Quand j'étais enfant, j'ai 65 ans, nos films de paroisse catholique étaient aussi des films de propagande, mais de propagande vers le bien, le beau, le vrai. Je me souviens de Panivino et tant d'autres. Donc, Laurent Dandrieux, le mot de la fin? Oui, si c'est un bon film, c'est pas un film de propagande, mais bon. Et donc, pour savoir si c'est un bon film ou pas, eh bien, achetez donc le dictionnaire passionné du cinéma, puisque Farida Belgoul a fait la promotion de sa journée du retrait de l'école, j'ai fait la promotion de mon livre, et donc je vous rappelle que c'est aux éditions de L'Homme Nouveau. Alors oui, non, si je me permets d'y revenir, c'est aussi parce qu'on me demande souvent à juste titre où le trouve-t-on, parce qu'on ne le trouve pas dans toutes les librairies. Vous le trouvez notamment dans la librairie dans le réseau des librairies religieuses, et notamment à Paris à la librairie La Procure. Vous le trouvez aussi sur Internet, sur un certain nombre de sites de librairies qui font de la vente par correspondance, et vous le trouvez naturellement sur le site Internet de l'éditeur, édition de L'Homme Nouveau. Voilà. Donc n'hésitez pas, les très bonnes éditions de L'Homme Nouveau, Édouard Hubert ne me démentira pas, et je lui laisse, il a 2 minutes pour terminer.
C'est pour signaler 2 films, alors, en terminant. Un bon et un mauvais. Je terminerai par le bon, mais je veux vraiment signaler le mauvais, Glotzius, de Peter Greenaway. C'est un film qui ne se contente pas de cumuler tous les défauts des films de mauvais genre et de mauvaise propagande que nous avons signalé ici à l'antenne, mais qui en plus tombe dans le strict et simple blasphème, et c'est absolument intolérable. Il y a des films qu'il faut dénoncer. Et puis, d'ailleurs, j'appelle là-dessus les catholiques aussi à faire quelque chose pour considérer que réellement c'est intolérable qu'on salisse l'image du Christ en France, qui est un pays chrétien, qui est la fille aînée de l'Église. Et quand je disais tout à l'heure qu'il fallait pas se laisser aller à trop se ramollir du muscle, haut les cœurs les catholiques pour défendre l'image du Christ et l'image de la figure du Père. Alors le bon film. Le bon film, c'est le dernier film de Miyazaki, le magicien des dessins animés japonais, qui termine par un film non plus de rêve, mais qui raconte une histoire vraie en mélangeant différents personnages réels et qui montre son amour de l'aviation et son amour de l'amour. Et ça s'appelle Le vent se lève. J'ai oublié le titre, Le vent se lève. Eh bien, Farida Abelgoul, Édouard Hubert et Laurent Dandrieux, merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine fois pour son règne. Dieu nous garde. Qui nous garde. Dieu nous garde. Amen. Amen.